Je suis assise en tailleur sur le parquet de ma cuisine à Lyon, entourée de papiers cadeaux déchirés et de l'odeur artificielle du sapin de Noël. Ma sœur, Chloé, fait tournoyer ses doigts manucurés autour d'un jeu de clés BMW flambant neuve, le métal captant les lumières scintillantes de l'arbre tandis qu'elle pirouette comme une adolescente au lieu d'une femme de 32 ans. Je n'arrive pas à le croire, s'écrie-t-elle, rebondissant sur la pointe des pieds. Ma propre BM. Papa la regarde avec une fierté non dissimulée, maman joignant les mains sous son menton comme si elle assistait à un miracle. La voiture est garée dans l'allée, un témoignage blanc et lustré de la dévotion parentale, agrémenté d'un énorme nœud rouge qui a probablement coûté plus cher que ce qu'ils ont dépensé pour tout mon Noël. Pendant ce temps, je fixe l'objet posé sur mes genoux, une tirelire en plastique en forme de personnage de dessin animé d'une émission pour enfants dont j'ai dépassé l'âge il y a 25 ans. L'étiquette de prix qu'ils ont oublié d'enlever indique 1,99 €. Ouvre-la, me presse maman, en désignant le petit bouchon en caoutchouc en dessous. Mes doigts sont engourdis lorsque je m'exécute. 2 billets de 1 € tout neufs en tombent. C'est le début de ton fonds pour ta future maison, chérie, annonce papa d'un geste désinvolte. Tu as toujours été si responsable avec l'argent, pas comme certaines personnes. Il fait un clin d'œil à Chloé, qui fait semblant d'être offensée. Le silence s'étire comme du caramel entre nous jusqu'à ce que maman le comble. Chloé a besoin d'un moyen de transport fiable pour ses nouveaux clients en design graphique. Ces artistes s'attendent à une certaine image, tu sais. Chloé s'affale sur le canapé à côté de moi, son parfum coûteux brouillant mes sens. Ne t'inquiète pas, ma puce, je te conduirai partout quand tu en auras besoin. Elle tapote mon genou avec une gentillesse condescendante. Ta petite Clio doit être sur ses dernières jambes maintenant. La Clio qui m'a transportée à travers cette heure de col de montagne hier. La Clio que j'ai payée moi-même il y a 3 ans. La Clio qui est plus fiable que n'importe quelle relation dans cette pièce. Je ne peux plus respirer. 34 ans de moments exactement comme celui-ci se cristallisent dans mon esprit avec une clarté parfaite. Ce n'est pas une anomalie, c'est le schéma de toute ma vie. Ce matin même, j'avais soigneusement emballé leur cadeau, un porte-documents en cuir pour papa qui a coûté 2 semaines de salaire, le bracelet en argent que maman avait admiré dans une vitrine de boutique à Bordeaux, l'objectif d'appareil photo professionnel que Chloé avait mentionné vouloir par hasard, tous achetés en mettant de côté un peu de chaque salaire pendant des mois. J'avais répété mon annonce pendant tout le trajet depuis Bordeaux. Ingénieur en structure senior. La promotion que j'avais méritée grâce à des nuits et des week-ends de travail acharné, à concevoir des bâtiments qui dureraient des générations. J'avais imaginé leur visage s'illuminer de fierté, me voyant enfin comme quelque chose de plus que la sœur aînée responsable de Chloé. Peut-être que ce Noël sera enfin différent, m'étais-je murmuré à chaque aire de repos, à chaque station-service, à chaque borne kilométrique. Mes mains tremblent lorsque je dépose la tirelire sur la table basse. Le plastique fait un bruit creux contre le verre. Excusez-moi, je réussis à dire, ma voix semblant appartenir à quelqu'un d'autre. Toilette. Je marche, ne cours pas, dans les escaliers familiers, devant le mur de photos de famille où le visage de Chloé domine chaque cadre. La porte de la salle de bain se referme derrière moi avec un léger clic avant que je ne tourne la serrure. Mon reflet me regarde, les yeux trop secs, le visage trop composé. Je presse mes paumes contre le marbre froid du comptoir, attendant des larmes qui ne viennent pas. La pression monte dans ma poitrine à la place, comme du béton durcissant autour de mes poumons. Les gens parlent du chagrin comme d'une chose abstraite. Ce n'est pas le cas. Je sens chaque chambre de mon cœur se contracter douloureusement, le sang luttant pour passer à travers des vaisseaux rétrécissants. Mon sternum me fait mal comme si quelqu'un y avait appuyé un genou. C'est ce que l'on ressent en mourant, je pense. Pas dramatique, juste diminuant. La nuit s'étire sans fin alors que je reste éveillée dans ma chambre d'enfant, écoutant les rires de Chloé en bas tandis qu'elle et mes parents planifient son premier road trip dans la nouvelle voiture. À 2h17 du matin, je me lève enfin. Je fais ma valise rapidement, ne prenant que l'essentiel, l'ours en peluche délavé que ma grand-mère m'a offert, l'album photo de l'université, la petite boîte en bois contenant mon premier plan professionnel, les cadeaux coûteux que je leur ai offerts au fil des ans restent où ils sont. Ils n'ont jamais été une question de gratitude de toute façon.
La maison est silencieuse lorsque je descends ma valise. La clé de ma maison reste froide dans ma paume un instant avant que je ne la pose sur le comptoir de la cuisine à côté de la cafetière qui préparera le café dans 3 heures. Ils ont fait leur choix. Maintenant, je fais le mien. Les réverbères se transforment en halos flous alors que je navigue sur des autoroutes vides. L'horloge du tableau de bord indique 3h42 du matin, jour de Noël. Mes essuie-glaces luttent contre la neige de plus en plus épaisse tandis que Tino Rossi chante des Noëls blancs à la radio. Je tourne le bouton du volume jusqu'à ce que sa voix s'estompe dans le silence. Passe un joyeux petit Noël, je murmure au siège passager vide, ma voix se brisant sur « joyeux ». L'ironie brûle comme de l'acide. À travers la banlieue sud de Lyon, le chauffage de ma Clio lutte contre le froid de décembre. 7 ans et 320 000 kilomètres, cette voiture m'a accompagnée à travers mes études, mes premiers emplois, mes promotions. Elle ne s'est jamais plainte des cols de montagne ou des places de parking étroites. Contrairement à la BMW étincelante garée dans l'allée de mes parents avec son ridicule nœud rouge, ma voiture a gagné sa place dans ma vie. Vers 6 heures, mon téléphone vibre contre la console centrale. Je baisse les yeux et vois le visage de maman illuminer l'écran. « Pa, es-tu en sécurité ? Ou, s'il te plaît, rentre à la maison. Juste, as-tu pensé à payer la facture d'électricité du chalet avant de partir de Bordeaux ? Le chalet qu'ils ont acheté pour les week-ends et que Chloé utilise pour ses séances photos Instagram. Un semi-remorque passe, projetant de la gadoue sur mon pare-brise. Pendant 3 secondes terrifiantes, je conduis à l'aveugle jusqu'à ce que les essuie-glaces dégagent suffisamment d'espace pour voir. Mes mains tremblent sur le volant alors que les souvenirs affluent plus vite que les essuie-glaces ne peuvent les effacer. 5e anniversaire. La fête de princesse de Chloé avec des décorations professionnelles, des promenades à poney et un gâteau en forme de château à 3 étages, 30 enfants du quartier avec des chapeaux de fête. Ma célébration l'année suivante. Gâteau en feuilles de supermarché, 2 amis de la maternelle, fourniture de fête du bac à soldes. Ta sœur a besoin de stimulation sociale, expliquait papa quand je demandais pourquoi. Tu es plus indépendante. Indépendante. Leur code pour « tu n'as pas besoin de nous ». Remise des diplômes du lycée. Major de promotion. Mon discours soigneusement préparé sur la persévérance et les rêves. Des sièges vides dans la section familiale parce que l'équipe de football junior de Chloé avait un match à l'extérieur. Nous regarderons l'enregistrement, avait promis maman. La cassette VHS est restée déballée sur ma commode jusqu'à ce que je parte à l'université. Ta sœur a besoin d'encouragement, disait maman. Tu réussis toujours sans notre aide. Sans aide. Leur code pour « tu es seul ». Les années universitaires défilent devant moi alors que les panneaux routiers décomptent les kilomètres jusqu'à la frontière espagnole. Travailler 25 heures par semaine à la librairie et à la cafétéria du campus. Prendre le maximum de cours pour obtenir mon diplôme plus tôt. Étirer les prêts étudiants et les bourses pendant que Chloé explorait l'inspiration artistique à travers l'Europe aux frais de nos parents. Ta sœur a besoin de se trouver, insistait papa lors de l'un de nos rares appels téléphoniques. Tu as toujours su exactement qui tu es. Savoir qui je suis. Leur code pour « tu ne mérites pas d'explorer ». Mon téléphone vibre à nouveau. Papa cette fois. Je le laisse sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale le prenne. Les premières lueurs de l'aube éclaircissent l'horizon oriental alors que les larmes brouillent les phares venant en sens inverse en traînées dorées. Je me gare sur le bas-côté, les feux de détresse clignotant, et presse mon front contre le volant. Les schémas se cristallisent avec une clarté soudaine. Papa contrôlant l'argent, me le refusant tout en finançant tous les caprices de Chloé. Maman manipulant les émotions, me faisant me sentir égoïste de vouloir ne serait-ce que des miettes d'attention. Le système parfait. Un parent gérant le favoritisme financier. L'autre maintenant le contrôle émotionnel. Mon téléphone sonne à nouveau. Pas la famille cette fois. Sophie Dubois, ma colocataire de l'université devenue amie pour la vie. Où es-tu ? Sa voix, chaleureuse et inquiète, remplit la voiture via Bluetooth. Quelque part dans le sud de la France. Ma voix sonne creuse. Méconnaissable. Je me dirige vers le sud. Vers où ?
Je ne sais pas, la ligne reste silencieuse un instant. Puis, viens à Marseille. Reste chez moi. La famille ne traite pas la famille comme ça. Sophie sait. Elle a été témoin d'épreuves de première main pendant l'université. Les colis qui arrivaient pour moi contenant des nécessités pratiques tandis que Chloé recevait des vêtements de créateur. Les vacances où je restais dans les dortoirs parce que le vol pour rentrer à la maison était trop cher, les mêmes années où mes parents emmenaient Chloé à Courchevel et à Saint-Tropez. Je ne peux pas m'imposer. Arrête. La voix de Sophie devient ferme. Tu as passé toute ta vie à aider. Laisse quelqu'un t'aider pour une fois. Les mots ouvrent quelque chose en moi. Aider. Un concept si simple et pourtant étranger à mon expérience. Dans ma famille, l'aide coule dans une seule direction, vers Chloé. Vers mes parents. Jamais vers moi. D'accord, je murmure, me surprenant moi-même. Envoie-moi ta position toutes les heures. Conduis prudemment. Je prépare la chambre d'amis. L'appel se termine. Je retourne doucement sur l'autoroute, les essuie-glaces dégageant la neige fraîche. Pour la première fois depuis que j'ai quitté Lyon, mes épaules se détendent légèrement de leur position défensive. À 7h30, je traverse la frontière espagnole. Le panneau « Bienvenue en Espagne » brille sous le soleil matinal. L'écran de mon téléphone affiche 17 appels manqués, 32 messages textes. D'un geste délibéré, je désactive les notifications de maman, papa et Chloé. Le silence semble plus lourd que toute accusation. Mon estomac gargouille, me rappelant que je n'ai pas mangé depuis le dîner de réveillon d'hier. Un petit restaurant routier apparaît devant. Son enseigne lumineuse, ouverte, est un phare dans la lumière du matin. Je me gare sur le parking presque vide. À l'intérieur, la chaleur m'enveloppe comme une étreinte. Air parfumé au café et grésillement du petit déjeuner sur un grill lointain. Une serveuse plus âgée aux cheveux argentés s'approche avec une cafetière. « Nuit difficile » demande-t-elle, remplissant une tasse sans attendre ma réponse. Son badge indique « Thérèse ». Vie difficile, je marmonne, puis me sens immédiatement gênée par le mélodrame. Thérèse ne bronche pas, ma chère, je sers du café depuis 40 ans. Je reconnais le chagrin quand je le vois. Famille ou petite amie ? Famille. Elle acquiesce, glissant un menu vers moi. Le sang vous lie. L'amour et le respect vous font une famille. Sa main ridée repose brièvement sur la mienne. Le plat du jour est bon aujourd'hui. Il est servi avec du bacon en plus. Je commande le plat du jour et enveloppe mes mains autour de la tasse de café. Les mots de Thérèse résonnent tandis que je regarde les flocons de neige se dissoudre contre la vitre. Le sang vous lie. L'amour et le respect vous font une famille. Pendant 34 ans, j'ai été liée à la famille Leroy. Peut-être est-il temps de découvrir ce que l'on ressent à faire partie d'une vraie famille. 3 semaines plus tard, je suis avec mon ami à Marseille. Mon téléphone vibre contre la table de chevet pour la 13e fois ce matin. Le numéro de papa. Encore. Je compte jusqu'à 10 avant de le faire taire, ajoutant son appel au cimetière croissant de messages vocaux que je refuse de ressusciter. La première semaine, leurs messages contenaient de la confusion. La seconde, de l'inquiétude. Maintenant, à la 3e semaine, ils ont évolué vers quelque chose de plus sombre, de la manipulation enveloppée d'autorité parentale. Iris Leroy. Le dernier message vocal de papa tonne à travers le haut-parleur lorsque je le consulte enfin. Si vous ne restituez pas cette voiture immédiatement, je la déclarerai volée. Ce comportement infantile a assez duré. La Clio. Ma Clio. Celle dont mon nom figure sur le titre de propriété et 7 ans de reçu payé. J'écrase le coussin contre mon ventre, avalant l'acide qui monte dans ma gorge. Le message de maman suit. Le médecin dit que ma tension artérielle est dangereusement élevée à cause du stress que tu me causes. Est-ce ce que tu veux ? Que je finisse à l'hôpital parce que tu es égoïste ? Je les supprime tous les deux sans répondre, bien que mon doigt reste plus longtemps que je ne voudrais l'admettre sur l'écran. Mon sanctuaire temporaire dans la chambre d'amis de Sophie me semble à la fois étranger et familier. Les murs sont peints d'une douce couleur terre cuite qui capte la lumière du matin, réchauffant l'espace d'une manière que mon appartement de Bordeaux n'a jamais fait.
Sur la commode, mon ordinateur portable affiche un email que j'ai réécrit 14 fois. Cher Monsieur Dubois. Cher Monsieur Dubois. Je vous écris pour demander formellement un transfert au bureau de Marseille, avec effet immédiat. Mon doigt clique sur envoyer avant que je ne puisse reconsidérer. Pas de liens familiaux. Pas de faveur demandée. Juste mon dossier de travail. Ma réputation. Ma valeur en tant qu'ingénieur en structure. 3 heures plus tard, l'approbation arrive dans ma boîte de réception. Juste comme ça. Comme si j'avais toujours été capable de créer mon propre chemin, tu l'as eu. Sophie apparaît dans l'embrasure de la porte, lisant mon expression. Ses boucles foncées encadrent un visage marqué d'un bonheur sincère pour moi. Le concept me semble encore étranger, quelqu'un célébrant mes réalisations sans les ramener à lui-même. Je commence lundi, je confirme. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver un logement. Je commence lundi. Sophie sourit. J'ai déjà appelé Andrea du club de lecture. Elle gère des appartements dans le quartier du Panier. Contrôle des loyers. Immeuble sûr. 20 minutes à pied de ton nouveau bureau. Tu n'aurais pas dû. Je le voulais, me coupe-t-elle. S'affalant sur le lit à côté de moi. Les amis aident les amis. Sans condition. Concept nouveau pour toi. Je sais. Les mots font mouche. Pas de condition. Pas d'obligation. Pas de comptage des points. Les larmes que j'ai retenues pendant 3 semaines menacent de déferler. Je t'ai aussi pris rendez-vous, ajoute-t-elle, glissant une carte de visite sur mon ordinateur portable. Docteur Leclerc. Mardi à 4 heures. La carte indique Élise Leclerc, PhD, thérapie familiale. Je ne suis pas folle, je murmure. Non, acquiesce Sophie. Mais tu portes quelque chose de lourd depuis très longtemps. Il pourrait être utile de le déposer quelque part en sécurité. Le mardi après-midi, le cabinet de la thérapeute sent le cirage au citron pour meubler les vieux livres. Le docteur Leclerc porte des lunettes de lecture sur une chaîne perlée et des chaussures confortables qui ne font aucun bruit sur le tapis. Elle ne se précipite pas pour combler les silences, elle attend juste que je lutte pour former des mots qui n'ont jamais été prononcés à voix haute. Favoritisme, je dis enfin. Le mot flottant entre nous comme une planète nouvellement découverte. Toute ma vie. Et comment cela vous a-t-il fait sentir, demande-t-elle. Comme si je valais exactement 2 €, je réponds. Plus tard cette semaine-là, l'appartement qu'Andrea me montre est petit, 50 mètres carrés avec une kitchenette à peine assez large pour un réfrigérateur. Mais les fenêtres donnent sur l'ouest, captant le soleil de l'après-midi qui se déverse sur les parquets. Il est à moi avant la nuit. J'achète un futon, une lampe et un petit bureau. Rien de plus. Le vide semble intentionnel plutôt qu'appauvri. Un espace pour grandir. Sophie me traîne dans un centre communautaire le samedi suivant. Cours de poterie, annonce-t-elle. Tu as besoin de quelque chose qui ne soit ni le travail ni la thérapie. Je proteste jusqu'à ce que mes mains s'enfoncent dans l'argile fraîche, la sentant céder et résister simultanément. L'instructrice, une femme aux cheveux argentés et à la salopette tachée de peinture, se tient derrière moi. Ne force pas, murmure-t-elle. Écoute ce que ça veut devenir. Mes doigts tremblent en façonnant quelque chose à partir de rien. À la fin du cours, j'ai créé un petit bol imparfait avec des bords inégaux. Il est hideux et beau et entièrement le mien. La première visioconférence arrive 4 semaines après Noël. Je réponds à la 3e sonnerie, me préparant contre la vague familière de culpabilité que leur visage déclenche. Où étiez-vous ? Demande immédiatement papa. Son visage remplit l'écran, rouge d'indignation. Votre mère s'est fait un sang d'encre. Derrière lui, maman tamponne des yeux qui restent stratégiquement secs. Marseille, je réponds calmement. J'ai changé de bureau. Sans en discuter avec nous d'abord, intervient maman, se poussant dans le cadre. Comment pouvez-vous être si inconsidéré ? L'ancienne attraction tire sur ma poitrine, m'excuser, apaiser, arranger les choses. Mais les mots du docteur Leclerc résonnent, vos sentiments sont valides. Leurs réactions leur appartiennent, pas à vous.
J'avais besoin d'espace, je dis à la place. D'espace de quoi, aboie papa? De la famille? De la responsabilité? De grandir? De me sentir invisible, je réponds, surprise par la fermeté de ma voix. D'être moins valorisée que Chloé? D'essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement? Les larmes de maman coulent instantanément, à point nommé. Comment peux-tu dire des choses aussi blessantes? Nous vous avons toujours aimés toutes les deux de la même manière. Je ne suis plus responsable de vos sentiments, lui dis-je. Les mots me semblent être des pierres que j'ai portées dans ma bouche pendant des années, enfin libérées. Je suis responsable des miens. Papa frappe la table de sa paume. Cette conversation est terminée jusqu'à ce que tu sois prête à t'excuser. Alors, je suppose que nous avons fini de parler, je réponds, et mets fin à l'appel. Dans les jours à venir, les rumeurs me parviennent par des messages LinkedIn et des SMS d'anciens collègues. Selon la légende familiale, j'ai fait une dépression nerveuse. Je vis dans la misère. J'ai rejoint une secte. L'Instagram de Chloé la montre l'air préoccupée sur des photos filtrées avec goût, légendées de vagues références au chagrin familial et à la prière pour ceux qui luttent avec leur santé mentale. Mes nouveaux collègues ne connaissent rien de ce récit. Ils ne voient que mon travail, la précision de mes calculs, l'innovation de mes conceptions. Lorsque Chloé se présente sans prévenir à la réception du bureau 10 jours plus tard, Sophie est en train de déposer le déjeuner. Elle est en réunion, l'informe Sophie froidement, et elle restera en réunion indéfiniment pour les visiteurs non invités. Mon groupe de thérapie se réunit le mercredi soir dans le sous-sol d'une église qui sent le café et les vieux cantiques. 8 étrangers liés par des blessures similaires. La famille n'a pas de passe-droit juste parce que c'est la famille, dit Raymond, un comptable de 60 ans qui n'a pas parlé à son frère depuis 20 ans. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de la possession. Les mots s'installent dans ma poitrine comme une vérité. 6 mois après Noël, mon appartement s'est transformé. De la poterie orne les rebords de fenêtres, chaque pièce plus raffinée que la précédente. Un vrai lit a remplacé le futon. La promotion au poste de chef de projet senior s'est accompagnée d'une augmentation qui a mis fin à toute anxiété financière persistante. Sur ma bibliothèque se trouve la tirelire en plastique. Je l'ai remplie de billets de 2,9 €, un pour chaque semaine de liberté. Non pas comme une punition, mais comme un rappel. Parfois, les plus petites trahisons révèlent les plus grandes vérités. La première saison des fêtes approche avec à la fois de l'appréhension et du soulagement. Pas de cadeaux à acheter qui ne seront pas appréciés. Pas de performance à maintenir. Pas de diminution à endurer. Juste moi dans un espace que j'ai créé, devenant quelqu'un que j'apprends enfin à valoriser. Valant bien plus que 2 €. Un mois plus tard, l'enveloppe ivoire repose sur le comptoir de ma cuisine comme une mine terrestre. 3 jours qu'elle est là, intacte. L'invitation de mariage de ma cousine Adèle. Mon nom en calligraphie élégante, Iris Leroy. Pas de « +1 ». Juste moi, censé revenir au bercail seul. Alors, qu'en pensez-vous, docteur, demande le docteur Leclerc, sa chaise de bureau grinçant alors qu'elle se penche en avant. Je trace le bord de l'accoudoir, comptant les clous en laiton un par un. J'y vais. J'y vais. Ses sourcils se lèvent légèrement. C'est un changement par rapport à la semaine dernière. À mes conditions, j'ajoute rapidement, j'ai réservé une chambre à l'hôtel Hilton à 4 pâtés de maison du lieu. Papa a appelé 2 fois, insistant pour que je reste dans leur maison de location avec tout le monde. Et qu'avez-vous dit? Rien. Je souris, me souvenant de la satisfaction de laisser sa messagerie vocale se remplir de messages de plus en plus désespérés. La limite est le message. 7 mois de thérapie m'ont appris le vocabulaire de l'autoprotection. 7 mois après Noël m'a fait partir. 7 mois à me reconstruire, une séance de thérapie, un cours de poterie, une soirée paisible seule à la fois. Pendant la séance, mon téléphone a vibré. Chloé. Le 3e SMS aujourd'hui. J'ai hâte de te voir le week-end prochain. Nous avons besoin d'un moment entre sœurs avant la folie du mariage. Je range le téléphone dans mon sac sans répondre. Le docteur Leclerc le remarque. Votre sœur encore? Soudain,
Nous sommes meilleurs amis, je ris, mais le rire est creux. Elle n'a jamais envoyé autant de SMS quand nous vivions dans la même ville. À votre avis, que veut-elle? Un trajet depuis l'aéroport. De l'argent. L'ancienne Iris qui portait ses bagages émotionnels en plus de ses bagages réels. Je passe mes doigts sur l'échantillon de tissu sur mes genoux, de la soie bleu nuit pour la robe que j'ai commandée. 3 essayages pour s'assurer qu'elle tombe parfaitement de mes épaules. Qu'elle épouse mes courbes sans s'excuser. La couleur du pouvoir, pas de la réconciliation. Ils ont enrôlé des singes volants, dis-je au docteur Leclerc. Oncle Pierre a appelé hier soir pour dire que les familles doivent rester unies. Tante Jeanne a envoyé un email disant que le pardon est divin. Même le fiancé d'Adèle a envoyé un message Facebook. Ils se coordonnent. Et comment cela vous fait-il sentir? Avant la thérapie, j'aurais dit « bien ». Toujours « bien ». Au lieu de cela, je trace la vérité physique de mes émotions. La gorge serrée, la sueur froide le long de ma racine des cheveux, le léger tremblement de mes doigts. Terrifiée, j'admets. Mais aussi, prête. Plus tard ce soir-là, j'étale le plan de table qu'Adèle a accidentellement inclus dans un email de groupe sur ma table de cuisine. Me voilà. Placé entre mes parents. Directement en face de Chloé. Le tableau familial restauré. Je tends la main vers mon téléphone. Adèle? C'est Iris. J'ai une petite demande concernant les arrangements de table. Le vendredi arrive avec le brouillard de Marseille qui se dissipe au décollage de mon avion. Les nuages se séparent quelque part au-dessus de la France, révélant le paysage de mon enfance. Mon rythme cardiaque s'accélère alors que nous commençons notre descente vers Lyon. Le lieu du dîner de répétition brille d'un doré éclatant contre le ciel crépusculaire. Je me tiens sur le trottoir, touchant le pendentif en pierre lisse que Sophie m'a donné avant mon départ. La force ne consiste pas à ne pas ressentir la peur, avait-elle dit. C'est à la ressentir et à avancer quand même. Je redresse mes épaules et ouvre la lourde porte en bois. Les conversations s'interrompent au milieu d'une phrase. Les têtes se tournent. La main de ma mère se porte à sa gorge. La boisson de mon père s'arrête à mi-chemin de ses lèvres. J'ai changé. L'Iris qui a fui à Noël était une ombre. Cette femme en pantalon noir ajusté, chemisier de soie émeraude et talons qui annonce chaque pas avec autorité, est solide, présente. Les clous de diamant à mes oreilles captent la lumière alors que je balaie la pièce du regard, acquiesçant sans me précipiter vers qui que ce soit. Chloé s'approche la première, les bras ouverts, mais quelque chose est différent. La montre de créateur a disparu, les mèches de ses cheveux ont poussé. Son sourire semble tendu plutôt que suffisant. « Tu es magnifique », dit-elle en m'embrassant brièvement. « Merci. » Je recule, maintenant l'espace entre nous. Comment va la BMW? Ses yeux s'esquivent. J'ai, dû la vendre. J'ai une Honda. Plus pratique, tu sais. Par-dessus son épaule, j'aperçois mes parents, regroupés avec tante Martine. Maman tamponne ses yeux avec une serviette de cocktail. Les épaules de papa sont voûtées dans une posture que je n'ai jamais vue auparavant. Ma cousine Clara apparaît à mon coude, vodka tonique à la main. Mon Dieu, je suis contente que tu sois là, chuchote-t-elle. Tu ne croirais pas le drame depuis Noël. Oh, tes parents vendent la maison. Elle se penche plus près. Facture médicale, disent-ils, mais tout le monde sait qu'ils ont soutenu Chloé pendant des années. La réalité a finalement rattrapé. Avant que je ne puisse répondre, un serveur fait circuler du champagne. Je prends un verre, regardant les bulles monter et éclater à la surface. Tout comme les histoires de famille, ce qui monte finit par éclater. Oncle Jacques s'approche, serrant ma main libre. Tu as bonne mine, Iris. Ce travail à Marseille doit te convenir. Chef de projet senior maintenant, dis-je, les mots ayant encore un goût nouveau sur ma langue. Ses yeux s'écarquillent. Sans blague? C'est merveilleux. D'autres parents gravitent autour de moi tout au long de la soirée. Mon cousin Michel avoue qu'il a toujours remarqué à quel point j'étais traitée différemment. Tante Martine me serre trop fort dans ses bras, chuchotant, ton père a perdu son emploi il y a 3 mois.
Ta mère prend des anxiolytiques. J'absorbe chaque révélation avec le détachement étrange de quelqu'un qui observe les vagues se briser contre un rivage d'où il s'est retiré vers des terres plus élevées. Mon père me coince pendant l'heure du cocktail, son souffle lourd d'eau de vie. La famille reste unie, Iris. Sa voix porte le poids familier de l'autorité, mais quelque chose d'essentiel s'est effondré en dessous. Quoi qu'il arrive. Est-ce le cas, papa? Je rencontre son regard sans ciller. Ou est-ce que certains membres de la famille restent unis tandis que d'autres sont mis de côté? Son visage rougit. Nous vous avons toujours soutenu. 2 € dans une tirelire. Les mots sortent plus doux que prévu, mais ils atterrissent avec précision. C'était votre définition du soutien. Il ouvre la bouche, la ferme, puis s'éloigne. Aux toilettes des dames, ma mère apparaît à côté de moi à l'évier, les yeux inondés de larmes. Tu nous manques tellement, dit-elle, tendant la main vers la mienne. Je continue à me laver les mains, le savon glissant entre mes doigts. La personne que je pensais que tu étais me manque aussi. De retour dans la pièce principale, Chloé me tire sur la terrasse. L'air du soir porte le parfum des roses du jardin en contrebas. La BMW a été saisie, lâche-t-elle. Je me noie dans les dettes, les clients en design se sont taris, papa ne peut plus m'aider. Sa voix se brise. Je ne sais pas comment faire, Iris. Je n'ai jamais appris à me débrouiller seule. La confession flotte entre nous. Il y a 7 mois, j'aurais immédiatement proposé des solutions, de l'argent et un endroit où rester. L'ancienne Iris aurait ajouté ce fardeau à sa collection. Au lieu de cela, je pose doucement ma main sur son bras. Ça a l'air vraiment difficile, Chloé. Je ressens de la compassion sans responsabilité, une distinction qu'il m'a fallu des mois de thérapie pour apprendre. Je suis désolée que tu traverses ça. Ses yeux s'écarquillent légèrement à ma réponse, de la compassion sans sauvetage. Je peux t'aider à faire un budget, j'offre, mais je ne peux pas résoudre ça pour toi. Par-dessus son épaule, je vois Adèle dans sa lumière d'avant-mariage, entourée de demoiselles d'honneur. Demain apportera ses propres défis. Mais ce soir, debout sur cette terrasse avec le poids des attentes familiales glissant de mes épaules comme de l'eau, je réalise que je n'ai plus peur. Je suis la femme qui a tourné le dos à une vie de diminution, qui a construit une vie à partir de zéro. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai en me tenant fermement sur le terrain que j'ai moi-même créé. Le lendemain, je me tiens dans la suite nuptiale des jardins de la Magnolie, regardant ma cousine Adèle se transformer de mariée nerveuse en femme rayonnante. Le soleil du matin se déverse par les hautes fenêtres, inondant tout d'une douce lumière dorée qui contraste avec la tempête qui gronde dans ma poitrine. Iris, tes parents te cherchent, chuchote tante Martine, ses doigts doux sur mon avant-bras. Ils sont à la bibliothèque, on dit que c'était important. Je savais que ce moment allait arriver. 7 mois depuis que j'ai quitté leur maison de Lyon, ne laissant derrière moi qu'un mot et une vie de ressentiment. Merci, Martine. Ma voix semble plus calme que ce que je ressens. Je les trouverai après avoir aidé Adèle avec son voile. Les yeux de Martine s'adoucissent. Ils ont mentionné quelque chose à propos d'une urgence familiale, avant la cérémonie. Bien sûr qu'ils l'ont fait. La porte de la bibliothèque me semble plus lourde que la physique ne devrait le permettre, alors que je la pousse 30 minutes plus tard. Maman est assise droite comme un piquet dans une chaise à dossier haut, des mouchoirs déjà serrés dans sa main. Papa fait les 100 pas près de la cheminée, ses mouvements vifs et contenus. Chloé se tient près de la fenêtre, vêtue d'une robe qui coûte plus cher que mon premier mois de loyer à Marseille, bien que la BMW saisie ne soit nulle part en vue. Iris, Dieu merci. Maman se lève, les bras tendus. Nous devons parler en famille. Je reste dans l'embrasure de la porte. La cérémonie commence dans 40 minutes. Assieds-toi, Iris. Papa désigne la chaise vide, positionnée pour faire face aux 3. Une intervention mise en scène. Cela ne peut plus attendre. Je ferme la porte derrière moi mais ne me dirige pas vers la chaise. J'écoute. Chloé s'avance. Iris, cela a assez duré. Papa a perdu son emploi il y a 3 mois. L'entreprise a réduit ses effectifs, intervient papa rapidement, des coupes budgétaires. Maman voit un thérapeute pour sa dépression, continue Chloé.
Tout cela a commencé quand tu es parti à Noël. Maman tamponne des yeux secs. Nous vendons la maison. La parfaite trifecta. Crise financière, problèmes de santé et culpabilité enveloppés dans un seul paquet soigné. Il y a 7 mois, je me serais effondré sous le poids de leurs attentes, me serais excusé pour quelque chose qui n'était pas de ma faute et aurais proposé mon aide. Aujourd'hui, je me dirige vers la chaise indiquée, pose mon sac à main à côté et m'assieds, le dos droit. Je suis désolée d'apprendre pour ton emploi, papa. Et maman, je suis contente que tu aies de l'aide. Leur visage exprime la confusion face à ma réponse calme. Tu n'as pas entendu ce que nous avons dit ? La voix de Chloé monte. Ils vendent la maison à cause de toi. Non, ils vendent la maison à cause des choix qu'ils ont faits bien avant mon départ. Je sors un album photo relié en cuir de mon sac à main. J'ai apporté quelque chose à vous montrer. Maman fronce les sourcils. Nous n'avons pas le temps pour. Vous avez convoqué cette réunion, j'ouvre l'album sur mes genoux. Donc, nous avons le temps. La première page montre 2 fêtes d'anniversaire côte à côte, celle de princesse élaborée de Chloé, avec des artistes engagés, et ma fête la même année avec un gâteau de supermarché à la table de la cuisine. Vous vous souvenez de celle-ci ? Je feuillette des pages de matin de Noël, de remise de diplômes et de vacances en famille où le schéma du favoritisme est indubitable. J'ai passé des mois à compiler des preuves de ce que j'ai toujours ressenti mais que je ne pouvais pas prouver. Le visage de papa rougit. C'est ridicule. Nous vous avons toujours traité également. Je sors un dossier de relevé bancaire. Mes prêts étudiants. 67 000 € que je paie encore. L'éducation de Chloé. Entièrement financée, y compris son année en Europe pour l'inspiration artistique. Chloé se tortille inconfortablement. Ce n'est pas juste. Tu as choisi l'ingénierie. C'était ta décision. C'était ma passion, je la corrige. Tout comme l'art était la tienne. La différence, c'est que ma passion n'a pas été jugée digne d'investissement. Maman se lève, les mains tremblantes. Nous n'avions pas l'argent quand tu es allée à l'université. Les choses étaient différentes à l'époque de Chloé. J'ai tout appris de vos dossiers financiers il y a des années, maman, je la coupe. La promotion de papa est arrivée quand j'avais 16 ans. L'héritage de grand-mère est arrivé avant ma première année. Vous aviez l'argent. Vous avez choisi de ne pas le dépenser pour moi. Ah. La pièce devient inconfortablement silencieuse alors que je dépose des cartes d'anniversaire couvrant 30 ans. Les messages à Chloé débordent d'amour effusif. Les miens contiennent des conseils pratiques et des rappels de travailler dur. Nous avons toujours su que tu t'en sortirais bien, dit enfin papa, sa défensive se fissurant. Tu as toujours été si capable. Voilà. La vérité derrière des décennies de disparité. Être capable ne signifie pas que je méritais moins d'amour. Ma voix reste ferme même si la chaleur monte derrière mes yeux. Être responsable ne signifiait pas que je devais porter les fardeaux de tout le monde. Maman s'effondre en de vraies larmes, non manipulatrices. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. L'intention n'efface pas l'impact. Je fouille dans mon sac à main une dernière fois. La tirelire en plastique fait un bruit creux lorsque je la pose sur la table basse entre nous. Papa la fixe. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Je retire le bouchon en caoutchouc. Des dizaines de billets de 2,9 € se répandent, une monnaie inhabituelle qui attire l'œil. J'ai économisé un billet de 2 € chaque semaine depuis Noël, j'explique. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de ce que vous pensiez que je valais. Chloé prend un des billets, le faisant tourner entre ses doigts. Je n'avais jamais réalisé ce que ça donnait de ton côté. Sa voix n'a plus son habituelle pointe défensive. Ils ne m'ont jamais appris à me débrouiller seule. Devant la bibliothèque, des parents passent, leur voix flottant à travers la lourde porte. Dans quelques minutes, ils se réuniront pour célébrer l'amour et l'engagement tandis que notre famille affronte des décennies de son absence. Je ne veux pas d'excuses, dis-je en me levant. Je veux du changement. Je considérerai la réconciliation à 2 conditions, une thérapie familiale et le respect de mes limites. Papa ouvre la bouche pour protester, mais maman pose sa main sur son bras. Nous le ferons, dit-elle,
nous surprenant tous. Quoi qu'il en coûte. Je rassemble mes preuves et la tirelire mais en laisse le contenu sur la table. C'est à vous. Un rappel de ce qui se passe quand on valorise un enfant plus qu'un autre. Me dirigeant vers la porte, je m'arrête, la main sur la poignée. Je dois prendre ma place pour la cérémonie. Mon amie Sophie me garde une place. En sortant dans le couloir, le dos droit et le cœur plus léger qu'il ne l'a été depuis des mois, j'entends Chloé chuchoter à nos parents, elle est différente maintenant. Elle a raison. La femme qui est partie ce matin de Noël ne portant que chagrin et résolution est partie. À sa place se tient quelqu'un qui comprend enfin que sa propre valeur n'est pas mesurée par ce que les autres pensent qu'elle mérite, mais par ce qu'elle refuse d'accepter. À Noël, le soleil inonde le parquet de mon appartement de Marseille alors que des amis se rassemblent autour d'une table qui m'appartient vraiment. Le parfum de romarin et de sauge de la dinde rôtie se mêle au rire, de vrai rire, pas le genre contraint qui résonnait autrefois dans la maison de mes parents. À Iris, Sophie lève son verre, ses boucles foncées captant la lumière de la fenêtre. Qui construit des ponts mieux que quiconque je connaisse, tant au travail que dans la vie? Mes joues rougissent au toast. Il y a un an jour pour jour, j'ai posé une clé de maison sur un comptoir et j'ai quitté tout ce qui m'était familier. Maintenant, je me tiens dans un appartement rempli de gens qui choisissent d'être là, entouré de pièces de poterie que j'ai créées de mes propres mains. Et au chef de projet Seigneur Leroy, ajoute Hugo, ses doigts effleurant les miens sous la table, son toucher me procure toujours des picotements, pas le coup de foudre de l'infatuation, mais le courant constant de quelque chose qui se construit vers la permanence. Dont l'équipe a terminé le projet Tour Richardson 2 semaines avant le calendrier. Hugo comprend les délais et l'intégrité structurelle, un ingénieur en environnement qui valorise la durabilité dans les bâtiments et les relations. Quand il m'a invité à prendre un café il y a 6 mois, j'ai failli refuser les vieilles habitudes d'abnégation en la vie dure. Ma thérapeute, le docteur Leclerc, a appelé cela un progrès quand j'ai dit oui. La minuterie de la cuisine sonne, me sauvant d'avoir à reconnaître leurs louanges. Certains changements prennent plus de temps que d'autres. Besoin d'aide, demande Hugo, me suivant dans la cuisine. Je gère. Les mots me viennent automatiquement. Puis je me reprends, me souvenant du doux défi du docteur Leclerc. Accepter de l'aide ne diminue pas votre force. En fait, pourrais-tu découper la dinde? Je n'ai jamais appris à faire ça. Mon téléphone vibre avec un appel vidéo de Chloé. Des appels mensuels, une limite que nous avons établie après la confrontation du mariage. Je réponds pendant qu'Hugo s'occupe de la découpe. Joyeux Noël, dit Chloé, son visage remplissant l'écran. Son appartement, visible derrière elle, semble plus petit que le mien. Pas de meubles de créateur, pas de voiture de luxe garée à l'extérieur. Travailler 2 emplois lui a donné une nouvelle perspective sur l'argent, ainsi que des cernes sous les yeux. Tu as l'air heureuse, dit-elle, la voix plus douce qu'avant. Ton appartement est magnifique. On se sent comme à la maison. J'oriente la caméra pour montrer mon atelier de poterie dans la chambre d'amis, l'argile autrefois informe maintenant façonnée en bols et vases qui tapissent les étagères. Comment vont maman et papa? Papa a 90 jours de sobriété aujourd'hui, il voulait que je te le dise. Elle ajuste la caméra pour révéler notre père assis dans un salon d'appartement modeste, l'air plus petit d'une certaine manière. Les réunions des alcooliques anonymes l'aident. Il est différent quand il ne boit pas. Je hoche la tête, pas prête à digérer pleinement cette révélation. Et maman? Elle est toujours bénévole au centre communautaire. Elle voulait se joindre à l'appel mais elle avait une collecte de nourriture d'urgence. Chloé marque une pause. Il te demande de tes nouvelles. Pas à l'ancienne, cependant. Nous avons parlé encore quelques minutes avant de nous dire au revoir. L'horloge murale indique qu'il est l'heure de dîner. Autour de ma table, la conversation coule entre Sophie, Hugo et des amis de mon cabinet d'ingénierie et de mon cours de poterie. Personne ne mentionne la tirelire exposée sur ma cheminée, maintenant remplie de billets d'1 € représentant des leçons plutôt que du ressentiment. Après le dessert, Chloé envoie une photo d'une décoration en argile faite à la main, clairement sa première tentative de poterie. Pas jolie mais faite avec amour. Envoyée demain. Puis un autre message arrive de ma mère. Trouvez ça dans le grenier en désencombrant. Ça t'a toujours appartenu. La pièce jointe montre ma maison de poupée d'enfance,
la seule chose que j'ai vraiment aimée en grandissant. Les papiers de transfert de propriété se trouvent en dessous, la rendant officiellement mienne. Plus tard, quand tout le monde est parti et qu'Hugo aide avec la dernière vaisselle, je sors sur mon balcon. La baie de San Francisco s'étend devant moi, les lumières des ponts se reflétant sur l'eau sombre. Les bâtiments que j'ai aidés à concevoir se dressent en silhouette contre le ciel nocturne. La valeur n'est pas quelque chose que l'on gagne par l'utilité, je murmure aux lumières de la ville. C'est quelque chose que l'on revendique en sachant ce que l'on acceptera et ce que l'on n'acceptera pas. Hugo me rejoint, enroulant une couverture autour de mes épaules pour me protéger du froid de décembre. Des pensées profondes. Juste de la gratitude, je réponds, me blottissant contre sa chaleur. Parfois, le plus grand cadeau est de réaliser ce que l'on n'acceptera plus. La tirelire est visible à travers la fenêtre, non plus un symbole de ce qui me manquait mais de ce que j'ai trouvé le courage de me valoriser en premier.